Ça va, Linda? Bonjour, vraiment merci d'être là. Bonsoir. Et je dois vous dire que je suis vraiment contente et fière de recevoir ce soir Linda Lay et d'essayer avec elle d'avoir un entretien autour de son œuvre, qui est une œuvre très singulière, vraiment à part dans notre paysage contemporain de la littérature, dont même on a du mal à se dire où est-ce qu'elle a trouvé son inspiration, comme si c'était né d'elle-même. Alors, en fait, du coup, c'est un écrivain qui est extrêmement visible dans notre famille, je dirais, d'écrivains. D'une part par ses origines, qui sont bien sûr singulières, puisque vous le savez, elle est vietnamienne, mais aussi singulière par la tonalité de son œuvre, qui est très orientée sur un thème qui revient de façon obsédante, qui est la mort. Tout du moins, jusqu'à maintenant, parce que Linda a déjà une partie de son travail derrière elle, mais bien sûr, il y a encore tout un avenir. Et on peut peut-être voir des choses qui changent. On ne sait pas vers où elle va aller, même si par quelques confidences qu'elle a faites à la presse ou par quelque chose qu'on peut tirer de son dernier livre, on peut se dire que peut-être il va y avoir un tournant ou un changement. Alors, avant de commencer à parler de ces livres, j'aimerais bien essayer de vous la présenter, mais par rapport à sa vie, mais c'est problématique, j'ai un peu des scrupules parce que, en fait, Linda, vous aimez pas tellement tout ce qui concerne la biographie, et vous faites dire à un de vos personnages dans L'âme de fond, le dernier livre, dont on peut voir qu'il a des points communs avec vous, vous lui faites dire « J'avais barré d'un trait de plume ma biographie ». Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous avez une telle réticence par rapport au biographique ? Je crois surtout qu'aucun de mes livres n'est strictement autobiographique et que je juge totalement inutile de savoir ce qui s'est passé du parcours qui m'a mené du Vietnam jusqu'en France. Peut-être que d'une certaine manière, la seule chose significative, c'est qu'à un certain moment, ma vie s'est confondue avec les livres que je lisais et les livres que j'écrivais. C'est peut-être la seule chose notable en dehors du départ du Vietnam et de l'arrivée en France. Et surtout du choix du français au détriment du vietnamien. Alors, quand même, là, on ne peut pas dire que ce soit innocent dans votre carrière, toute cette origine biographique, même si je comprends très bien que vous ne vouliez pas être enfermé dans le carcan de quelqu'un qui écrirait parce qu'elle a vécu telle et telle chose. Mais il n'empêche que pour nous qui lisons votre œuvre, il est très difficile de faire abstraction d'où vous venez. Et je dirais, si je comprends que vous vouliez pas être, je ne sais pas moi, représentante par exemple de tous ces gens qui ont quitté le Vietnam à une certaine époque, ça serait vraiment vous enfermer dans quelque chose qui vous réduirait.
il me semble que on peut difficilement lire votre œuvre sans faire écho à ce que votre famille a vécu, à ce que vous avez traversé sur le plan familial, en dehors du simple fait que vous soyez vietnamienne. Est-ce que... Oui, d'une certaine manière. Est-ce que les expériences vécues sont passées telles quelles dans les livres? Je ne crois pas. Il y a toujours eu transmutation. Il y a eu toujours passage à travers un tamis qui est le tamis romanesque. Et peut-être que s'il y a un changement significatif dans ce que j'écris les dernières années, c'est le parti pris de choisir un chemin qui est de plus en plus romanesque. Alors peut-être on va essayer de suivre le parcours de votre œuvre justement vers ce chemin de plus en plus romanesque. Alors je vais quand même dire 2 mots sur la situation de votre famille parce que ça me paraît comment dire, enrichir la lecture qu'on pourrait avoir de ce premier livre dont je voudrais qu'on parle un petit peu, qui s'appelle « Lettres mortes » et qui est un livre hanté, tourmenté, je dirais, par la mort du père, dont il est vraiment très difficile de dire que ça n'est pas autobiographique, même si, bien sûr, on va regarder dans un deuxième temps ce tamis dont vous parlez, qui est certainement déjà là, et je sens qu'il est là. Il sera peut-être après de plus en plus important par rapport au vécu autobiographique, mais là, je dirais même que la force du livre, c'est de sentir à quel point il s'inspire de votre propre tourment. Oui, ce livre est le dernier volet d'une trilogie, et d'une trilogie qui est consacrée à la mort du père. Et c'est vrai que le point de départ, c'est un événement autobiographique, c'était la mort de mon père, qui est survenu au Vietnam, alors que je ne l'avais pas revu pendant à peu près 20 ans. Mais justement, quand je parlais de transmutation tout à l'heure, c'est que à partir d'un événement douloureux, j'ai écrit 3 livres qui étaient tous les 3 différents. Le premier, qui s'appelait Les 3 parcs, était extrêmement romanesque, avec 3 personnages de femmes en train d'imaginer la venue du père de 2 d'entre elles, et jusqu'à ce qu'elles apprennent qu'il vient de mourir. Donc il y a une espèce de course à l'abîme tout au long du livre, jusqu'à la révélation du désastre. Et donc le premier volet est très autobiographique et très romanesque. Le deuxième volet, qui s'appelait Voix, était un texte court qui décrit une crise violente survenue après la mort, l'annonce de la nouvelle de la mort du père. Et là, tout est livré de manière presque brute et brutale. Et cela décrit une crise violente avec des délires, ce qui fait que le livre est constitué de fragments qui racontent des hallucinations. Et donc le dernier volet, qui est Lettres mortes, c'est un peu l'aboutissement de ces 3 livres. Et là, c'est une femme qui parle à un de ses amis et qui dit que d'emblée, la première phrase dit un peu tout le livre, à savoir « les morts ne nous lâchent pas ». Et elle le répète tout au long du livre. Et c'est une sorte de, comment dire, c'est un lamento, comme on dirait en musique. Absolument, oui. Une cantilène funèbre même, je crois que vous dites, oui, à un moment. Oui. À un moment. Et alors, c'est effectivement, ce que je comprends dans ce que vous dites là, c'est qu'il y a tout un travail
littéraire, un travail de mise en forme, d'usage du genre, puisqu'à chaque fois, donc, c'est un genre un peu différent, qui permet de passer d'une expérience singulière à une appréhension plus générale, plus universelle de la perte d'un père. Mais en fait, avant qu'on lise un extrait de Lettres mortes, je voudrais juste lire cette phrase toute simple et qui paraît être le déclencheur du livre, enfin pour moi en tout cas dans ma lecture. Et c'est une phrase qui se passe de toute littérature. C'est « J'ai laissé mon père mourir seul ». C'est une petite phrase qui est dès la 2e page du livre et qui est le tourment, et dont on voit bien que ce tourment-là, il a finalement rien à voir avec le Vietnam, rien à voir avec une histoire, avec un grand H. Il est l'histoire de chacun, chacune. Et le livre développe de façon... enfin, avec une esthétique dont on parlera après, mais dont on voit bien que cette esthétique est aussi là pour détacher en quelque sorte la souffrance de la personne qui l'a portée, qui l'a vécue. Est-ce que vous pouvez lire le passage, s'il vous plaît ? L'enfance est l'époque enchantée de notre vie, le cercle merveilleux dont nous ne devrions jamais sortir, le ventre de la baleine où nous devrions rester tapis. Mais nous grandissons, la mort vient et nous ouvrons les yeux sur un désert. Depuis la mort de mon père, j'avance dans un désert nocturne et venteux. J'ai froid et j'ai soif. Le mort apparaît, disparaît comme un mirage. L'oncle fou danse sur le sable. Le mort et lui jouent avec moi. Ils sont enchaînés l'un à l'autre. Ils se balancent d'un côté puis de l'autre. Ils m'appellent en faisant cliqueter leurs chaînes. Je cours vers eux, ils s'éloignent, je tombe, personne ne me relève. Mon père n'est plus là pour me relever comme quand, enfant, je me couronnais en tombant et que je me redressais en disant « ça ne fait pas mal du tout ». Cela fait mal, Sirius, de savoir que mon père est tombé sans que je lui tende la main pour le relever. Que faisais-tu, toi, quand tu rendais visite à ton père à l'hôpital ? Lui as-tu apporté des journaux, des livres ? T'es-tu attardé à son chevet ? Lui as-tu dit qu'il était en grande forme alors qu'il se mourait ? As-tu pleuré en sortant ? Te souviens-tu des derniers mots qu'il a prononcés ? Le jour où j'appris la mort de mon père, je suis resté dans ma chambre à tourner en rond. Je pensais à ce vers. Et la mort n'aura plus d'empire. La mort avait franchi la frontière, il venait vers moi. Parle, me disait-il, donne-moi quelque chose. Je me taisais. Même les larmes ne coulaient pas. Mon père était là, mais il marchait aux confins du monde, vers l'empire de la mort. Je plaçais une photo de mon père entre les draps de mon lit et je m'agenouillais au bord. J'agissais comme s'il était encore en vie et que j'allais le sauver en restant là, à genoux, devant lui. Je passais ainsi toute la nuit. Au petit matin, je courus à travers la ville, je courus comme une folle, pourchassée par des fantômes. Je voulais aller chez toi, Sirius, mais je m'arrêtais à la porte, hors d'haleine, grelottant dans mon habit trop léger. Je m'effondrais devant la porte sur le paillasson et je murmurais « Ne meurs pas, ne meurs pas ». Ce n'était pas toi qui étais derrière cette porte, mais mon père qui n'avait plus que quelques minutes à vivre et que je retenais de toutes mes forces. Ne meurs pas. Mon cri s'adressait au monde entier. J'étais prête à sacrifier ma vie pour que plus personne ne mourût. Je disais, ne meurs pas. Comme enfant, je disais, ne t'en vas pas à mon père en le tirant par le pan de sa veste quand il partait travailler. Il m'avait abandonné. Il n'avait pas cru à mes promesses qui auraient dû le maintenir en vie. Pourquoi mes mots avaient-ils perdu leur force ?
Qu'est-ce que vous en pensez maintenant quand vous l'écoutez comme ça Vous l'avez écrit en 99, ça fait longtemps. Oui, c'est une... moi, je remercie d'abord Philippe d'avoir prêté sa voix à ce texte. C'est toujours une... Après, je crois que c'est pas seulement le temps qui a passé, mais c'est que quand on entend un texte, c'est un peu aussi comme quand on lit la traduction d'un de ses livres. On a l'impression que le texte ne vous appartient plus et qu'il appartient désormais au lecteur, au traducteur, et que c'est presque le texte de quelqu'un d'autre qu'on entend. Mm-hmm. Comme si le chemin s'était refermé, ou s'il y avait eu un apaisement par rapport à ça, ou... Un apaisement, certainement, oui. Je crois que c'est surtout cette impression qu'on a qu'on a pu se déposséder de ce texte. Et que le lecteur devient le co-auteur. On espère trouver chez le lecteur quelqu'un qui serait un co-auteur qui prête ses mots, qui prête ses sensations, ses sentiments au texte qu'on a écrit il y a... Comme si on était soi-même devenu ce lecteur qui pourrait prêter ses sentiments actuels étant différents et retrouver quelque chose, quand même de retrouver quelque chose qu'on a connu, donc qui ne nous est pas étranger, mais qui a pris sa distance. Et il y a quand même quelques petites questions que je voudrais vous poser sur ce texte, notamment sur... bon, c'est pas... Vous dire que c'est un texte qui se présente comme un immense flot, sans aucun paragraphe. Hein. Là, c'est arbitrairement que j'ai choisi un endroit pour commencer et un endroit pour terminer, mais on peut commencer et terminer n'importe où presque. Là, j'ai fait un petit effet en choisissant de couper sur cette phrase. Pourquoi mes mots avaient-ils perdu leur force? Parce que c'est une... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous habite et qui vous tourmente, ça, la force des mots. Est-ce que... comment dire? Juste avant, vous dites avant, quand je disais à mon père, ne pars pas, peut-être il ne partait pas, je ne sais pas, mais j'avais l'impression que mes mots avaient de la force. Est-ce que maintenant que j'écris, est-ce qu'il y a eu un moment où les mots ont eu de la force, quoi? Ça me fait penser à la fin d'un opéra où un personnage chante au mot « Pourquoi tu m'abandonnes ?» Je crois que j'ai toujours écrit avec le sentiment et l'espoir que la littérature sauve. Et je le dis d'un livre à l'autre, et sans jamais penser que la littérature puisse apporter une certaine guérison. Et j'ai toujours cru au contraire que c'est une façon de remuer le couteau dans la plaie, qu'on est, comme dirait Baudelaire, à la fois le couteau et la plaie, et qu'il n'y a pas de guérison possible. Mais j'ai eu la faiblesse quand même, pendant de longues années, de croire en une littérature qui sauve et qui est une sorte de salut pour moi, malgré tout. Et à un moment, c'est vrai, j'ai traversé des crises où je me suis aperçue que les mots des autres, c'est-à-dire des écrivains que j'admire et qui normalement forment une communauté d'esprits frères, même si je suis loin de me comparer à eux, donc les mots des autres et les mots que j'écris
ne me sauvait plus. Et il y a eu des moments où c'est vrai, j'ai trébuché. Mais peut-être que d'une certaine manière, il y a eu quand même un miracle à un moment ou à un autre, parce que j'ai réussi à m'accrocher quand même aux mots, j'ai réussi à m'accrocher à une certaine littérature et à continuer à croire en la possibilité d'un salut. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que c'est plus dans la lecture des autres que vous avez la sensation de ce salut, ou est-ce que c'est aussi quand vous écrivez? Lire et écrire se confondent pour moi. C'est-à-dire que je ne peux pas m'imaginer... je peux passer de longs mois sans écrire, mais je ne peux pas m'imaginer sans lire les auteurs, sans lire ou relire des auteurs que j'ai admirés. Bon, en fait, je pense au très beau titre du livre de Julien Gracq, En lisant, en écrivant. Je crois que c'est indissociable et ce n'est pas seulement une activité de critique, parce que je n'estime pas, même dans les essais que j'ai pu écrire, j'estime que je ne suis pas du tout dans la... je ne fais pas partie des exégètes du tout. C'est rendre hommage, dans les romans, rendre hommage aux disparus, et dans les essais, rendre hommage à des écrivains qui ont été comme des lumières à un certain moment. Je veux dire, quand vous avez, par exemple, quand vous dites que à certains moments, vous avez trébuché, comme si les mots avaient perdu leur pouvoir, est-ce que même, ce que je voulais savoir, est-ce que même dans la lecture, vous avez eu... Est-ce que même ces auteurs chéris, ces auteurs préférés, ces auteurs aides, vous ont abandonné? Non, je ne crois pas. Je pense que certains auteurs, à certaines périodes de votre existence, sont plus essentiels pour vous. Ce que dans le livre, je vois que vous avez là au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et par exemple, René Char appelait, et je le cite dans ce livre, appelait ces écrivains des alliés substantiels. Et on a besoin toujours, pour progresser dans l'existence, et je pense à plutôt une sorte d'avancement spirituel, on a besoin toujours de ces alliés substantiels vers lesquels on revient toujours, et qui n'ont jamais, dont les livres ont toujours quelque chose de plus à vous dire à chaque relecture. Et c'est Italo Calvino qui disait cela à propos des classiques. Il disait que un classique, c'est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Et il faut toujours revenir à ses lectures. Et j'ai quelques alliés substantiels, et j'ai payé ma dette d'amour vis-à-vis d'eux. Et c'est pas seulement dans les essais, dans les romans aussi. Dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de Lettres mortes, il y a une phrase de Dylan Thomas, et la mort n'aura plus d'empire. Donc c'est vrai que les livres que j'ai pu écrire sont tissés de réminiscences livresques. Parce qu'il faut vous dire que, outre son œuvre romanesque, Linda Lay est une merveilleuse passeuse de textes et d'auteurs, et je recommande à ceux qui aiment lire des textes sur la littérature ce petit livre qui s'appelle « Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau », qui est une série de petits textes sur ces auteurs, justement ces alliés substantiels, qui ne sont pas des
qui ne sont pas là pour nous enseigner ou nous renseigner sur un auteur, mais qui, d'une certaine façon, touchent et éclairent par le biais de son propre rapport à cet auteur, de la propre aide qu'il lui a pu lui apporter, touchent et éclairent l'auteur lui-même. Alors ce sont des auteurs qui sont pas du tout des auteurs dits majeurs, hein. C'est vraiment sa famille à elle. Il y a Robert Walser, je ne sais pas si vous le connaissez, Louis-René Desforêts. Je cite que ceux que je connais parce qu'il y en avait plein que je ne connaissais pas. Georges Perros, Simone Weil. Voilà. Bon, c'est à déguster. Ce sont des petits textes qui font 3-4 pages chacun. Vous en lisez un, vous avez de quoi réfléchir et relire tout en allant évidemment chercher chez l'auteur dont elle parle. Voilà. Donc, en fait, ce livre Lettres mortes, est-ce que vous pouvez quand même nous dire encore un mot sur le titre ? Lettres mortes, j'ai trouvé le titre. En fait, j'étais hantée par le titre bien avant d'écrire le livre, simplement parce que je relisais à l'époque ce merveilleux livre que je relis presque une fois tous les 2 ou 3 ans. C'est le livre de Melville Bartleby, et où Melville dit à la fin qu'avant de travailler chez cet avoué new-yorkais, Bartleby a été employé aux lettres de rebut, et que en fait c'était les lettres qui n'arrivaient pas à leur destinataire. Et voilà, j'étais hantée par ces lettres, qui n'arrivent jamais, et j'ai pensé que c'était une belle métaphore aussi de la littérature, parce que certains livres aussi n'arrivent pas à leur destinataire. Donc j'ai immédiatement pensé à cette expression lettre morte. Voilà. Qui est en fait une expression qu'on connaît, hein, rester lettre morte, c'est une expression qui veut dire que ça n'a pas eu d'effet. Alors, c'est assez... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai lu, ignorant que vous aviez cherché vos sources chez Bartleby. J'ai trouvé ça terrible par rapport justement au pouvoir des mots. Ça veut dire, j'écris un livre qui reste lettre morte, c'est-à-dire c'est pas tellement que ça n'arrive pas à son destinataire, encore que, mais c'est surtout que ça n'a pas d'effet, quoi. C'est terrible d'écrire ça, c'est terrible de choisir ça comme titre. Parce que ça correspondait à un moment où, justement, où je m'interrogeais justement sur le pouvoir des mots. Des mots. Et alors, ce serait très intéressant à étudier. Dans ce livre, il y a un rapport au réel, c'est-à-dire à votre propre situation, donc de la mort du père, de ne pas avoir été là au moment où il mourait, qui est tamisé, puisque c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, par le travail d'écrivain, le travail littéraire. Et c'est un livre qui, moi, me fait penser, vous me direz si je ne dors pas, à l'univers, entre guillemets, gothique. C'est-à-dire, vous savez, ces textes où il est question de fantômes. Déjà, le début, ça commence comme ça. La narratrice a comme l'impression qu'elle est attachée au cadavre de son père, avec des chaînes qui cliquettent et tout. Et puis, il y a beaucoup d'images à l'intérieur du livre de la narratrice comme une folle échevelée, courant dans les rues, perdant sa raison. Elle s'adresse à un homme qui est la bonté même, mais pour se plaindre d'un autre homme qui est une espèce de terreur qui la détruit et qui la piétine. Il y a un univers comme ça. Et je me suis demandé si vous l'aviez mis comme une sorte de tampon entre vous, c'était entre vous et la douleur. Peut-être que, d'une certaine manière, oui.
Mais ce n'est pas un univers. Je dirais que ce n'est pas ça, par moments il y a ça part un petit peu dans quelque chose d'un peu plus excessif, comme si la narratrice se réveillait de sa douleur, mais le livre tend jusqu'à la fin vers une sorte de sérénité. Et la dernière image est... Alors, la fin arrive effectivement comme une image de sérénité. C'est tout d'un coup comme si la convulsion était terminée. C'est un mot que vous aimez bien, je crois, convulsion. Et ça fait un peu penser à une grande convulsion, ce livre. Et une fois qu'elle est passée, il y a une sorte de possibilité de lumière. Mais enfin, c'est vraiment la toute dernière page, hein, vraiment, vraiment la toute dernière page. Et on a envie de vous suivre, mais on n'est pas sûr quand même. On n'est pas sûr qu'il n'y ait pas quelque chose d'un peu volontaire, quoi. C'est un peu comme ça que j'ai ressenti la fin. Oui, oui. C'est... je crois qu'il y a un grand apaisement qui est là. Et tout le livre tend vers cela. Alors, vous avez beaucoup dit dans les interviews que vous avez pu donner que, effectivement, après ces 3 livres, c'est comme si quelque chose s'était clos et quelque chose d'autre pouvait naître. Alors, je ne connais pas toute votre œuvre, je n'ai pas tout lu, et je vais faire un saut, c'est un peu honteux, mais quand même un saut de 9 années vers le livre suivant qui s'appelle In Memoriam. Alors, si jamais il y a eu saut, en fait, dans ce livre-là, on ne le sent pas du tout, le saut. C'est peut-être une replongée, comme s'il y avait chez vous des sortes de vagues qui allaient, une espèce d'envoûtement par la mort qui était plus fort que tout. Je pense, je crois que pendant de longues années, j'ai été habitée par une phrase de Thomas Bernhard qui disait « Tout est dérisoire quand on pense à la mort ». Et c'est un discours qu'il avait prononcé. Et je ne crois pas du tout être attirée par le morbide. Et mon univers n'est pas du tout macabre et n'est pas un ressassement lié à la mort, mais... À quoi alors ? Pourquoi ne pas penser à la mort puisqu'elle fait partie aussi de la vie et que c'est le terme obligé de notre parcours à nous tous. Et réfléchir à la vie, c'est aussi penser à ce terme obligé que nous... Vous voulez dire que vous pensez à la mort, mais pas de façon morbide. Voilà, oui. Oui. Et ce livre est encore une fois plutôt un livre d'hommage, hommage à un écrivain qui a choisi de quitter cette vie. Et est-ce que vous faites référence à un écrivain précis ? Non, je pensais à un écrivain qui m'est un petit peu, mais ce n'est pas... elle n'a pas servi de modèle à ce livre. C'est un écrivain autrichien, une romancière autrichienne qui s'appelle Ingeborg Bachmann. Et, d'abord, Ingeborg Bachmann ne s'est pas suicidée. Elle est morte dans des circonstances tragiques, mais elle ne s'est pas suicidée. Elle a pris feu, c'est ça ? Elle s'est brûlée, elle a mis le feu à son lit avec sa cigarette. Du moins, c'était la version officielle. Donc... mais disons que ce n'est pas... c'est plutôt... comment dire, j'ai inventé un personnage d'un écrivain. Alors, en 2 mots, je vous présente le livre. Donc, il s'agit d'une femme écrivain qui s'appelle Sola et qui va se suicider. Et le livre est raconté par un narrateur homme qui l'aime
et qui a un frère qui aime aussi cette Sola. En fait, donc c'est une femme aimée de deux hommes. Cette femme est d'origine étrangère. Son père est iranien, je crois. Et son père, ce qui renvoie, il y a toujours un jeu de renvoi chez vous comme ça, ce qui renvoie aussi à la narratrice de Lettres mortes, son père a vécu un échec, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout ça, mais la situation du père qui est si douloureuse, elle est si douloureuse parce que c'est aussi un père qui vit une situation où en fait il est quitté par sa femme et en redoublement il perd sa situation sociale. Et donc là, ce père, il écrit un journal et il offre à sa femme le portrait de sa déchéance. Donc c'est extrêmement douloureux. Et la fille, auteure, est hantée par ce père. Est-ce que c'est ça qui fait qu'elle va vouloir se suicider? On ne sait pas. Ça n'est pas. En fait, il y a un manuscrit qui a disparu dans lequel elle explique peut-être pourquoi elle s'est suicidée. Tout du moins, le narrateur imagine ça. Donc voilà, le livre, c'est juste ça. 2 frères qui aiment une femme qui se tue. Mais à l'intérieur de ça, il y a, et c'est finalement assez rare chez vous, sauf dans le dernier livre auquel on va venir après, il y a une relation d'amour qui essaye de se tisser entre ce narrateur et cette femme. Et donc, j'aimerais bien que vous nous lisiez ça, le début du chapitre 5, où on va... Merci. Tout, entre cela et moi, passait par une entente secrète. Nous avions instauré un accord qui nous commandait de nous taire ensemble, pour nous en tenir à de brèves paroles. La plupart du temps, c'était moi qui rompais le silence, pour la sonder. Car tout en me réfrénant, ce qu'elle me donnait suffisait à me transformer, je tendais à apprivoiser cette part d'elle restée hors d'atteinte. Moi, qui avais ôté la carapace qui me protégeait, je souhaitais qu'elle aussi abattît ses cartes. Mais elle était une captive récalcitrante qu'on n'enrôlait pas facilement. Cet animal farouche, cette féline portant des coups de griffe à ma cuirasse, incarnait tout ce que je redoutais d'affronter dans la passion. Jusque-là, quand je me lançais dans une équipée sentimentale, même si des embardées me faisaient tanguer, je reprenais vite équilibre. Cette fois-ci, je ne savais sur quel pied danser. Cela, je le notais à mes dépens, était toujours réticente à toute effusion. Elle me mettait en garde contre la tentation de me fixer comme unique but notre amour. Je ne devais pas vivre en étant suspendu à la moindre de ses décisions, car elle ne pourrait répondre à mes exigences. Il fallait veiller à maintenir une distance qui sauvegarderait la liberté de chacun et épargnerait à tous deux des déconvenues. Ces clauses léonines favorisaient, d'après moi, cela. Elle avait les coups des franges pour n'en faire qu'à sa tête, tandis que j'étais frustré des droits que je prétendais avoir sur elle. J'éprouvais sans cesse le besoin d'être rassuré. Disparaissait-elle pendant quelques jours ou avait-elle simplement l'air dans la lune que je supposais déjà un éloignement? Elle semblait ne s'attacher qu'à demi, non par tiédeur, mais parce que ma façon vorace de la vouloir tout à moi l'effrayait. Elle défaisait inexorablement la trame du roman que j'inventais pour nous et dans lequel nous étions Isis et Osiris. En la rencontrant, j'avais rassemblé les morceaux épars de mon moi. Je m'expliquais sa modération par une défiance née de la liaison qu'elle avait eue avec l'homme marié. Elle avait retenu de la mésaventure qu'il lui importait de ne pas tomber sous la coupe de l'autre. Aussi passai-je outre ses avertissements. Plus elle élevait de barrières entre nous, moins je ménageais ma peine pour les renverser. C'est ainsi que fut scellé notre traité. J'admettais, sans qu'elle eût à le préciser, qu'elle m'était attachée, mais que ma fougue provoquait chez elle une réaction de défense contre un amour cannibale. Elle se doutait, sans que j'eusse à l'énoncer, que mon désir était de dépendre d'elle et de l'amener à dépendre de moi.
J'agissais souvent avec autant de logique que quelqu'un qui a perdu la tête. Alors même que je m'imposais comme impératif de simuler un grand calme en ne la fatiguant pas par des demandes, mon comportement était celui d'un quémandeur remuant. Tantôt, à peine l'avais-je quitté que je l'appelais à 3 heures du matin, juste pour entendre son souffle. Tantôt, j'arrivais à l'improviste dans son appartement, l'interrompant au milieu de son travail, la regardant d'un œil inquisiteur, car je la suspectais de me cacher quelque chose qui la détournerait de moi. Puis, les jours suivants, je n'écoutais pas les messages qu'elle laissait sur mon répondeur, me retranchais derrière un prétexte futile pour ne pas aller chez elle quand elle réclamait ma présence. Mon intention inavouable était de l'obliger à se poser des questions et à se tracasser à mon sujet. C'était indiscutablement de ma part une prise de pouvoir sur sa personne. J'avais jeté autour de ma victime propiatoire un filet. Mais toutes les apparences étaient là pour me démontrer que c'était elle la chasseresse et moi l'homme précipité dans un traquenard. J'avais beau m'adjurer d'être plus insouciant et de ne pas faire tourner ma vie comme une planète folle autour de l'astre Sola, je ne savais pas me dominer. Je me croyais aguerri, ayant dans le passé toujours ri de mon impétuosité quand je me retirais d'un jeu amoureux où j'en avais vu de toutes les couleurs. Je me découvrais anxieux, pétri d'attente. Parfois, mon sens de la dignité me ramenait à la raison l'espace d'une semaine avant de me dicter encore une conduite absurde. Je filais à l'étranger sans en avoir avisé cela pour la mettre à l'épreuve. Mais c'était moi qui souffrais de ne pas la tenir dans mes bras. J'étais comme un gamin qui cafouille parce qu'il s'estime lésé. Il y avait des périodes où je lui téléphonais à plusieurs reprises dans la journée et lui rebattais les oreilles de l'éternelle antienne. Je ne pouvais pas me passer d'elle. Devant son mutisme, que j'attribuais à de l'irritation, je me rétractais aussitôt. Et le soir, je lui rabâchais les mêmes rengaines dans des lettres que j'avais au moins l'intelligence de balancer à la poubelle. Ces délires étaient suivis de longues parenthèses où je faisais le mort, ne lui donnant pas de nouvelles, mais me postant au crépuscule sous ses fenêtres. Je m'accrochais d'autant plus à elle qu'au lendemain de notre première conversation, j'avais réussi ce qui ressemblait enfin à l'amorce d'un roman. Le sentiment qui avait pris naissance en moi m'avait galvanisé. Il ne me restait qu'à poursuivre sur ma lancée, stimulé par l'exemple de Sola. Je lui envoyais les chapitres au fur et à mesure que je les terminais et recevais ses commentaires comme si je n'étais entré en littérature que pour être lu par elle. La complicité qui découlait de ces discussions me rehaussait à mes propres yeux. Je n'étais plus seulement l'amant aux initiatives brouillonnes, mais un jongleur de mots assez ingénieux pour la désarçonner. Nous étions unis comme les doigts de la main chaque fois que je me portais à son secours, la soutenant dans les moments où toute la force que je lui connaissais était battue en brèche par les doutes. Elle ne s'ouvrait pas toujours à moi de ces traversées du miroir, mais je devinais à son air fiévreux, à une nervosité qui était le signe d'un branle-bas intérieur, qu'elle était près de glisser dans le puits sans fond. Elle se levait en pleine nuit, prenait un livre, en tournait les pages pour arrêter son regard sur certains mots qu'elle répétait dans un murmure à la manière d'un chaman déchu, s'emparant des clés d'un monde dont il aurait été subitement proscrit. Je la serrais contre moi. J'entendais sa respiration haletante, mais tout dans son attitude indiquait qu'elle était sous l'emprise d'une présence invisible. Je sentais qu'elle se débattait contre ce fantôme qui la harponnait. Il me fallait la lui voler, la retenir en trouvant les paroles qui conjureraient ce maléfice. Je pesais chacune des phrases que je prononçais
pour la faire revenir doucement vers la réalité. À présent qu'elle était morte, je conservais encore le souvenir de ces nuits où les mots que je lui chuchotais devaient servir d'exorcisme. Mais j'avais failli à ma tâche. Mon erreur était de prédire que la littérature serait toujours son allié, que tant qu'elle écrirait, elle aurait assez d'allant pour triompher de ce qui la dévastait. Afin de nous ménager, elle avait rusé, avec Thomas comme avec moi, si bien que nous macérions tous deux dans l'illusion que notre amour était un garde-fou. Moi, qui lui avais dit être son jumeau, je n'avais pas perçu le danger qui planait au-dessus d'elle. La déchirure qu'elle portait depuis l'enfance et que je me flattais d'avoir refermée n'attendait qu'un fléchissement dans sa résolution pour se rouvrir. Ces livres en témoignaient qui fouillaient cette plaie. Mon aveuglement était cependant tel que plus elle se colletait avec la mort, plus ses chants me paraissaient beaux.